Salut tout le monde, c'est Mathieu. J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on va parler des variants. Puis pour en parler, j'ai Yann avec moi. Salut Yann. Allô Mathieu, ça va? Ça va super. Toi? Oui, absolument. Je viens de finir ma semaine de garde. C'était une grosse semaine. Puis effectivement, le nombre de cas réaugmente dans nos unités. Ce n'est pas encore à un niveau alarmant. Si on regarde ce que notre instance gouvernementale nous annonce, ben, il semblerait que dans 2, 3 semaines, on devrait atteindre un niveau d'activité dans le système de santé extrêmement élevé. Je pense que les variants, ils vont commencer à nous submerger. Il y en a de plus en plus dans la population. Le nombre de cas aux soins intensifs commence à augmenter. Moi, j'en avais juste 4 cette semaine, mais 4 jeunes en bas de 65 ans, 4 très malades. C'est parti. Bienvenue à Francophone, une communauté francophone en soins critiques. Fait qu'en effet, aujourd'hui, on a décidé de parler des variants, parce que c'est un peu le sujet de l'heure. On en parle même dans les médias grand public. Donc, on s'était dit que ça valait peut-être la peine de faire un petit topo là-dessus. C'est sûr que faut garder en tête, hein, on n'est pas des épidémiologistes, ni virologues, ni microbiologistes, là. Fait qu'on va rapporter ce qu'on a vu passer dans la littérature avec notre compréhension de cliniciens de soins intensifs. Oui, absolument. Puis je pense que c'est ça qui est important de comprendre là-dedans, c'est que en tant que clinicien aux soins intensifs, je commence un petit peu à avoir peur des variants. On en parlait un peu avant l'enregistrement, après la lecture de tout ce qu'on a fait. Toi, tu semblais un peu inquiet, je le suis un peu moins, mais je pense que la situation est préoccupante là, globalement. Soins intensifs, pas soins intensifs, c'est évident que ces variants-là vont venir submerger les soins de santé. C'est déjà commencé dans plusieurs pays. On est juste un petit peu en retard, là. Notre troisième vague est là juste depuis 2, 3 semaines, là. Donc, c'est sûr que la troisième vague va être teintée des variants, ça c'est sûr. Ouais, puis là, tu sais, on parle des variants comme les variants, mais dans les faits, il y a plusieurs souches de variants. Euh, il y a un excellent outil, là, on va mettre les liens dans la balado, là, par la CDC, qui liste les variants d'intérêt, là, les variants of concern, là, si vous faites la revue littérature. Il y en a trois qui circulent énormément. Il y a le variant britannique, qui est son petit nom, je sais que ça apparaît un peu comme jouer au bingo, là, mais c'est le B117. Puis il y a même une autre façon de le nommer, là, c'est le 20I barre oblique 51Y.V1. OK? C'est sûr que dans un dossier, c'est le fun à écrire. Je pense que variant britannique, c'est plus facile. C'est plus facile. Il y a le sud-africain qui est le B1.351 ou le VH- barre oblique, excusez-moi, 51Y.V2. Et on a le troisième variant qui circule beaucoup, qui est le variant dit brésilien, qui est le P1. Celui-là, au moins, il est facile. Puis il y en aurait deux autres en circulation aux États-Unis. Il y aurait le variant new-yorkais, le B1.526, et il y aurait le variant californien. Puis celui-là, en plus, il y a deux sous-souches de ce variant-là, le B1.427 puis le B1.429. Fait que plein de beaux chiffres pour dire que dans les faits, tu as le variant britannique, tu as le variant sud-africain, tu as le variant brésilien, tu as le variant new-yorkais puis le variant californien. Mais t'as quand même l'air intelligent de sortir tous ces chiffres-là dans une conversation, par exemple. Oui, c'est juste un peu lourd à dire, là. Alors, dans les faits, nous, au Québec, je pense que pour ceux qui travaillent avec nous, on se rend compte de plus en plus que c'est le variant britannique qui commence à prendre la place. Puis, heureusement, en général, lorsqu'un variant prend la place, ben, il reste seul en piste dans son territoire. Puis ça, c'est super intéressant parce que dans le CDC, ils ont une carte mondiale des cas recensés des variants. Fait que tu es capable de mettre les variants d'intérêt puis de voir les pays qui en ont recensé. Puis ce qu'on se rend compte, effectivement, c'est que le variant britannique est comme le variant dominant au niveau mondial au moment de l'enregistrement. C'est sûr que c'est pas exclu que les autres variants prennent le dessus. On est vraiment encore là, dans le début de la littérature sur les variants. Donc, mais c'est super intéressant, là. Tu peux jouer avec la carte, là, puis tu vois le monde se colorier différemment. Ouais, puis c'est important de comprendre que on le dit toujours là, dans tous nos podcasts qui a trait à la COVID. Ce qu'on vous dit aujourd'hui va peut-être être complètement désuet dans 2 jours, mais je pense qu'on va y aller assez de façon générale. Il y a une chose qui est importante de comprendre. Moi, j'ai eu une bonne discussion aujourd'hui avec notre officier de prévention des infections, notre microbiologiste avec qui je travaille. Et 2 choses importantes à bien comprendre, je pense, avec les variants, c'est que dans les faits,
dû aux multiples millions, milliards de mutations que les virus font, ben, les virus ils finissent par faire des erreurs de réplication, des erreurs de transcription. Puis, ben, il y a certaines erreurs qui les rendent viables, d'autres qui les font mourir, puis il y a des virus, il y a des réplications qui les rendent encore plus solides, encore plus forts. En gros, ce qu'on peut se rendre compte, c'est qu'il y a une augmentation de l'affinité entre le récepteur spike protein du COVID pour les récepteurs ACE2. Ça, c'est la première chose qu'on sait. Puis on sait que le récepteur ACE2, c'est le récepteur qui permet au virus de rentrer dans nos cellules. Et l'autre chose qu'on se rend compte, c'est que les excrétions virales sont accrues chez les patients qui ont des variants versus ceux qui ont moins de variants. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que l'inoculum est plus élevé? Probablement. Si tu excrètes plus, la personne qui est en contact avec ton air va en prendre plus. Mais peut-être aussi que la réplication interne est plus élevée aussi. Donc, pour un même inoculum, peut-être qu'il y a plus de virus qui se répliquent. Tout ça est passablement hypothétique, on ne le sait pas, mais ce qu'on sait par contre, c'est que la maladie, elle est plus facilement transmissible, mais peut-être possiblement plus sévère. Puis comme le variant britannique, Mathieu, tu disais que c'est pas le plus fréquent, mais celui qui est le plus répandu, ben, c'est celui qu'on a un petit peu plus de littérature. Malheureusement, on n'a pas d'autre littérature sur les autres variants, puis on va vous en parler dans quelques minutes. Ouais, puis c'est vrai là, ce que tu dis, hein. Les chiffres à date qui sortent, on dit que les variants sont de 20 à 50% plus transmissibles selon les variants. Puis là, pour ce qui est de morbidité, mortalité, c'est vraiment dur de savoir si ces variants-là le sont plus, parce qu'il y a un effet aussi, tu as plus de transmission, tu as plus de cas, tu as plus de risque de saturation des systèmes de soins. Fait que c'est sûr que quand tu satures un système de soins, veux pas, ta mortalité va se mettre à augmenter. Il y avait une étude qui disait peut-être que le Britannique aurait un impact un peu plus sévère en termes de morbidité, de mortalité, mais il était vraiment pas sûr. Il était encore en train de distiller les chiffres du Royaume-Uni. Mais une chose est sûre, c'est que ça va mettre une grosse pression sur les systèmes de soins. Oui, absolument. Puis là, une chose qui est certaine aussi, c'est que les variants versus la souche originale, ben, on n'a pas plus de traitements. On a les mêmes traitements donnés. Donc, on n'avait pas toujours des bons taux d'efficacité pour les soins intensifs. Je parle, on avait des hauts taux de mortalité, on en a déjà parlé. On sait que Society of Critical Care montrait des taux de mortalité entre 60 et 80 selon l'âge et le nombre de comorbidités ou la maladie, là, par exemple, avancée comme avec quand le patient a besoin de vasopresseur ou de thérapie de remplacement rénal, les taux de mortalité sont très, très, très élevés, ce qui va probablement être la même chose avec les variants. Tantôt, je parlais un petit peu des chiffres. Je ne vais pas aller trop dans les détails pour les chiffres, mais globalement, là, ce qui est important de comprendre, ce qu'on voit, les Britanniques en Angleterre ont fait un recensement de leurs cas. Je pense que leur N était environ de 110-115 000. Là, si je m'en rappelle bien, c'était 112 000 cas qui ont évalué en termes de variants et non-variants. Puis ce qu'on se rend compte, c'est que si on va dans les extrêmes, là, on va dire par exemple des patients de 0 à 65 ans qui n'ont aucune comorbidité, ben, le risque absolu de mourir lorsque tu l'attrapes, puis on fait une petite différence entre hommes et femmes, où est-ce que les hommes sont toujours un peu plus malades, là, mais globalement, si tu as 0 à 65 ans, tu n'as pas de comorbidité, puis tu attrapes un variant versus un non-variant, c'est environ 0,05 puis 0,1 de taux de mortalité. Donc, on est à un dixième de 1 de taux de mortalité. Si on va à l'autre extrême, donc on va prendre des gens de 85 ans et plus, avec des 2 à 3 comorbidités et plus, ben là, on est plus dans le 16 pour les non-variants, donc la souche de base, et 24 de mortalité chez les patients qui ont le variant. Et ça, c'est tout patient confondu, ce n'est pas seulement aux soins intensifs. Alors, à 85 ans, avec des comorbidités élevées, tu attrapes le variant, tu es à 24 de mortalité versus 16. C'est assez significatif. Si on prend les gens de 0 à 65 ans avec les comorbidités, ben, on est encore en bas de 1 hein, on est à 0,4 puis 0,64 de mortalité pour les non-variants et les variants. Alors, si tu as 0 à 65 ans, donc si tu es jeune, que tu as 0, 1, 2 ou 3 comorbidités, tu es quand même en bas de 1 de taux de mortalité. Là, maintenant, c'est un pourcentage. C'est évident. On regarde ce qui se passe au Brésil présentement, puis qu'il y a des centaines, des milliers de personnes dans les hôpitaux. Ben, c'est sûr qu'il va y en avoir des centaines, pas des centaines de milliers par contre, mais il va y en avoir des milliers de personnes. Donc, il va y en avoir beaucoup de morts chez les jeunes. Mais en termes de pourcentage, c'est encore extrêmement bas. Donc, c'est pour ça que quand Mathieu, on se disait, toi, tu disais que les variants te font peur. Moi, ils me font un peu moins peur à la lumière de ces chiffres-là. On va voir ce que les prochaines semaines, les prochains mois vont nous donner. Mais je trouve ça quand même assez rassurant. On se rend compte encore que hommes, âge et comorbidité restent encore les cas les plus à risque.
Puis une chose qui est importante de comprendre aussi, c'est que dans nos unités, présentement, on a de plus en plus de jeunes. Mais c'est pas parce que le virus attaque plus les jeunes ou est plus grave pour les jeunes. C'est parce que la plupart des gens en haut de 70 ans, je parle pour le Québec, même en haut de 60 ans, sont presque tous vaccinés ou malheureusement sont décédés ou ont eu la maladie et ils ont une certaine immunité collective. Alors, si ça peut rassurer le monde, moi, ça me rassure un peu de voir ces chiffres-là pour l'instant. Maintenant, on va voir, on n'a encore aucune analyse de ce qui se passe au Brésil efficace, à part qu'on sait qu'il y a des morts à la pelletée. Il y a des journées qu'il y a 100 000 nouveaux cas dans la même journée. Là, donc, c'est catastrophique. Puis on sait que les unités de soins intensifs là-bas sont complètement débordées avec des arrêts cardiaques à toutes les 10 minutes. Là. J'exagère, là, mais quand même, avec beaucoup de patients qui décèdent en même temps. Donc, ça met un peu de lumière sur les chiffres du variant britannique, qui est la souche, comme tu as dit tantôt, Mathieu, qui est un petit peu la souche prédominante là, à travers la planète. Ouais, ben tu sais, je veux juste préciser, les variants me font peur d'une certaine façon, parce que c'est sûr que le premier cas de variant qu'on a eu chez nous, il y avait mon âge, là. Fait que c'est sûr que ça te frappe, mais Ouais. de voir toute cette transmissibilité-là, puis de voir les systèmes de soins qui saturent, je vais t'avouer que ça aussi, ça me fait vraiment peur, parce que c'est tant pour les patients que pour les patients non COVID aussi, que pour nous-mêmes, hein, veux pas, ça va être Ouais. une charge de travail importante, puis Ouais. ça aussi, ça me fait peur, je te le cacherai pas. Je suis un Ah ben travaillant, ça, je mais suis quand même. totalement d'accord avec toi. Moi aussi, j'ai peur de ça. Ça me tente pas la troisième vague. Elle risque d'être difficile aussi. Puis on va avoir des jeunes. Puis ces jeunes-là, ils vont rester longtemps aux soins intensifs. Tu sais, c'est arrivé souvent dans les hôpitaux, puis tu le sais, puis tous ceux qui nous écoutent le savent que lorsque le patient a 85 ans, puis qu'il y a deux amines, puis il y a une thérapie de remplacement rénal, ça arrivait souvent qu'on faisait des soins de confort. Avec un patient de 40 ans, ça va en prendre beaucoup avant qu'on décide de lâcher prise. Donc, nos jeunes patients vont, d'une certaine façon, entre guillemets, s'éterniser aux soins intensifs, sans compter la réhabilitation que ça va prendre. Donc, ça va mettre à mal le système de santé, ça va mettre à mal nos nerfs, notre énergie, notre désir de continuer, parce qu'on va avoir des patients qui vont rester longtemps aux soins intensifs, vu que la période hypoxique est toujours aussi longue, variant ou pas variant. Puis tu sais, ces jeunes-là qui vont être là, ils vont être là longtemps, mais il faut garder en tête qu'ils sont où je veux dire, l'échelle de la vie. C'est des parents, ils ont des enfants Exact. qui vont à l'école. Fait que veut pas, ça va avoir un impact c'est un impact qui est considérable, là. Tu sais, si tu dis que les enfants, les jeunes qui vont dans les écoles, oui, ils vont attraper le variant statistiquement, ils risquent de très peu avoir de morbidité, de mortalité, mais ils vont le ramener à la maison, puis là, ce variant-là va faire que le parent va être chez nous aux soins pendant 2, 3, 4 semaines et plus, puis on exclut la réadaptation et plus, là. Fait que, tu sais, Ouais. veut pas, ça aussi, ça a un impact qu'on voit pas dans la littérature, là. Mhm. Absolument. Totalement d'accord avec toi. Puis ça va donner ça va faire couler beaucoup d'encre dans les prochains mois, les prochaines années pour voir un peu le post-mortem de tout ça là, va être absolument fascinant. Puis ça va être quelque chose de probablement d'historique là, qui va servir dans les livres d'histoire, un peu comme qu'est-ce qui s'est passé en 1918 avec la grippe espagnole, là. Quand on regarde ça, Mathieu, je pense que il faut absolument se dire, là, tu sais, pour ce que nos éditeurs peuvent retenir, c'est que je pense que les variants, il faut les prendre au sérieux, hein. On n'a pas absolument pas le choix, on ne peut pas balayer ça du revers de la main. On sait que c'est beaucoup plus transmissible, on sait que, comme on vient de dire, on va saturer le système de santé. On va peut-être voir que la maladie est plus sévère, c'est encore à voir, mais je pense que la pierre angulaire de ça va être la vaccination. Il y a comme une course entre la vaccination et le développement des variants. Puis tu le sais ce que j'en pense un peu, on en a parlé tout à l'heure, puis je me disais, comment ça se fait qu'on vaccine pas plus? OK, c'est vrai on n'a peut-être pas toujours des stocks de vaccins à tous les jours pour combler les besoins qu'on devrait combler. Mais je me questionne pas souvent, j'ai pas souvent mis en doute ce que notre gouvernement au Québec a fait. Je pense qu'ils ont fait un bon travail globalement. C'est pas un travail facile de toute façon. Personne ne veut faire ce travail-là ou presque. Là. Mais dans les faits, ils ont dû agir toujours en fonction des nouvelles données qui étaient toujours changeantes. Fait que je veux pas, loin de moi l'idée de critiquer. Mais quand je regarde la montée des variants, puis l'exemple qu'on a dans d'autres pays qui sont beaucoup plus avancés dans la troisième vague et dans l'éclosion de leurs variants à eux, j'ai un peu de misère à comprendre pourquoi le gouvernement actuel n'a pas mis le Québec sur pause. Tu sais, dans un monde idéal, moi, ce que je ferais, c'est que je mettrais le Québec sur pause et je vaccinerais massivement tous les gens qui sont pas encore vaccinés. Question de ralentir ça, parce que plus on ralentit,
la propagation, plus on ralentit le risque de mutation, de l'émergence de nouveaux variants, plus on vaccine vite, plus on va sauver des vies. Toi-même, tu ajoutais quelque chose d'autre par rapport à la vaccination, hein, je pense là-dessus. Oui, là où ce que je me questionnais un peu, c'était, on a vu passer ça là, dans les derniers jours, où il y avait plusieurs plages ouvertes encore non comblées, donc c'est des doses qu'on n'a pas nécessairement données parce qu'on avait, on n'avait pas atteint le pourcentage de vaccination dans une tranche d'âge. Là, Mhm. ce que je me dis, on est dans une course contre la montre, là, littéralement. Fait que est-ce qu'on devrait y aller plus vers une ouverture rapide des tranches d'âge de vaccination pour être capable de vacciner le plus de monde possible? Tu sais, on parlait de projets pilotes, éventuellement, même de vacciner les parents des écoles pour les garder ouvertes, ces écoles-là, parce que aussi, il faut essayer de les garder le plus longtemps possible ouvertes, mais faut pas faire Ouais. ça à tout prix non plus. Est-ce que si on accélérait la vaccination des parents, on serait capable de garder le système scolaire plus ouvert plus longtemps? Mhm. C'est peut-être Est-ce que juste tu ça, veux je pense, dire, que je m'adapterais là, dans la ce que tu veux stratégie. dire au fond, c'est comme les 70 ans et plus sont vaccinés, tu ouvrirais ça de 20 à 60 ans maintenant et non pas de descendre 60, 50, 40, un peu Ouais, comme beaucoup de pays font, puis comme nous on fait. Donc, ça ouais, viendrait un peu contrebalancer les pertes de vaccins. Peut-être qu'on ne pourrait pas faire tout le monde, mais au moins on perdrait moins de doses de cette ouais. façon-là Mais tu en sais, ouvrant à tous at large. tu sais, au lieu d'attendre qu'on ait vacciné 70% de telle tranche d'âge, après ça, on va Oui, tomber à... Tu sais, j'irais plus rapidement. Mais tu sais, c'est sûr que c'est facile à dire, là, absolument. dans une T'as émission tout- de podcast. Ben ouais. Mais c'est Mais le on est là feeling que pour refaire j'aurais. le monde un peu aussi, Ouais. des fois. Mais tu sais, je pense que tu as raison. Tu sais, dans la mesure, imagine là, si on pouvait avoir les clés du gouvernement, là, de vacciner les 20 à 60 ans d'un coup, de fermer les écoles pour un mois, de fermer le Québec pour un mois, juste un mois, essayer d'augmenter le plus possible de vaccination, réouvrir tranquillement les choses, ou du moins jusqu'à y ait un 70-80% de la population vaccinée. Je pense qu'on aurait la bonne manière de venir freiner ça. Mais bon, c'est pas nous qui décidons ça. On va avoir à dealer avec ça, mais je pense que ça serait, c'est comme je te disais, loin de moi de critiquer, mais là, j'ai un petit malaise. Puis de toute façon, on n'est pas les seuls à le dire, hein. Même notre collège des médecins, qui est souvent très, très en retrait à regarder ce qui se passe, a raison. Mais là, même eux, ils ont fait une sortie en disant que peut-être que les mesures, c'est pas assez agressives, là. Puis il y a beaucoup de médecins qui ont sorti aussi dans les médias. Donc, je pense que c'est comme un consensus, mais je comprends tout à fait que le gouvernement doit dealer avec la détresse, la maladie mentale, le nombre de cas de suicide à chaque jour. Donc, il doit aussi donner un peu de laisse, puis je comprends tout à fait. Sauf que là, on est un petit peu acculé au pied du mur, là. Donc, c'est un peu ça. Ça m'amène à parler, pour terminer aujourd'hui, je voudrais parler de quelque chose que j'ai eu comme discussion toujours avec notre officier PCI des infections, notre microbiologiste dans le sud de l'Est. Et c'était vraiment intéressant. Puis j'avais jamais vu ça de cette façon-là. Fait que je voudrais le partager avec toi. Puis tu me diras qu'est-ce que tu en penses. Puis n'hésitez pas non plus, hein, ceux qui nous écoutent, là, à partager un peu ça sur Twitter. Donc, toutes les mesures qu'on fait présentement, c'est la première fois de l'histoire de l'humanité où est-ce que on fait des mesures de santé publique aussi extensives que ça, hein. Il y a eu la peste, il y a eu la grippe espagnole, il y a eu la grippe d'Hong Kong. Il y a eu un paquet de choses où il y a eu des mesures de la santé publique, mais des mesures de la santé publique à ce niveau-là, sur une maladie qui est planétaire et qui sont globalement généraliser toutes ces mesures-là, comme la distanciation sociale, les gels hydroalcoolisés, la vaccination, le port du masque, tout ce qu'on a fait, les confinements, les isolements, tout ce qu'on a fait là, euh, lui, il me faisait voir que possiblement, on dit bien possiblement parce qu'on ne sait pas, que toutes ces mesures-là vont mettre une pression sélective sur le virus. Ça veut dire que normalement, quand il y a eu des grandes pandémies à travers le monde, les gens ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient avec ce qu'il y avait, puis il n'y avait pas grand-chose, hein? Pas d'hôpitaux, pas d'oxygène, pas de vaccins, peut-être des masques, peut-être un peu de distanciation. Donc, la maladie avait le plus gros du déçu sur la bataille, tuait un maximum et tout virus s'atténuait avec le temps et le virus devenait plus faible et la maladie passait, puis l'humanité survivait. Il n'y a jamais aucune pandémie qui a éradiqué l'humanité, hein? La preuve, c'est qu'on est encore là. Mais l'humanité a toujours survécu, mais les virus ont toujours survécu. Donc, c'est la première fois qu'on fait quelque chose qui est complètement hors de proportion à comparer de ce qu'on a toujours fait. Et lui, ce qu'il se disait, c'est que cette pression sélective-là fait que les virus qui passent entre les mailles du filet, les virus qui mutent et qui passent ça, ils ont passé à travers toutes ces mesures de contrôle-là.
Et ce qui se demandait, et ce que je me demande aussi, c'est est-ce que toutes ces mesures-là vont faire que la pandémie va durer plus longtemps avec des virus possiblement moins atténués? Quand on regarde ça d'un point de vue objectif, on se dit est-ce que c'est la bonne chose à faire? Et là, loin, loin, loin de moi et toi de dire qu'on ne doit pas faire ça parce qu'on ne peut pas laisser nos gens mourir. On doit intervenir, on doit faire tout ce qu'on peut pour le faire. La Suède l'a essayé, mais ils ont rapidement changé leur chapeau et ils ont recommencé à confiner, à faire tout ça. Mais ils l'ont fait un peu au début, un peu dans cette optique-là. Ils se sont rendus compte qu'au nombre de morts qu'il y avait, c'était inacceptable socialement, politiquement et compagnie, et c'est tout à fait correct. Mais ce que je me demande, c'est qu'on n'a aucune idée de ce qui va arriver avec la pandémie. Est-ce qu'elle va durer plus longtemps? Est-ce qu'elle va durer tout le temps? Est-ce qu'elle va durer longtemps, en fait? Ou le virus va reprendre sa courbe naturelle puis va finir par se calmer? Je pense qu'il y a un adage qui dit Life will not be contained. La vie va jamais être contenue, puis la vie va toujours trouver son chemin pour continuer. Ben, c'est bon pour les virus, ben, c'est bon pour les humains aussi. Je le répète, là, c'est impossible de faire autrement. Mais j'ai hâte de voir comment ça va être évalué dans 100 ans. J'ai hâte de voir. Je ne serai pas là, mais dans 100 ans, dans 200 ans, j'ai hâte de voir. J'aimerais savoir, en fait, comment ça va être évalué si on a eu la bonne stratégie de faire ça et d'agir de cette façon-là, qui est la façon qu'on n'avait aucun choix. Fait que j'aimerais ça t'entendre là-dessus. Là. Je ne sais pas si tu comprends mon point. C'est pas Ouais. compliqué, mais c'est Ben, un peu philosophique, là. ouais, plus philosophique, parce que tu sais, c'est pas compliqué. Est-ce qu'on ouvre tout, puis on laisse aller, puis advienne que pourra, puis ceux qui vont mourir Mhm. mourront, mais Ouais, mais c'est pas c'est tout une... à fait comme ça, je tu sais, voulais te dire, là, mais ouais, mais je comprends ce que tu veux dire. non, mais dans le sens que je comprends que, tu sais, si tu laisses libre circulation au virus, on pourrait dire ça comme ça, les mutations vont probablement faire qu'il va finir par devenir comme un rhume saisonnier. Tu sais, à date, c'est ce Ouais. que les virus C'est ce ont qui est presque toujours toujours... arrivé, ouais. C'est ça. Mm. Là, est-ce que le fait de mettre des mesures barrières, justement, pour sauver le plus de vies possible, parce que veut pas, si on laisse ça aller, on, ben, tu l'as très bien dit, hein, on a vu en Suède que ça augmentait la mortalité. Euh, Est-ce que le virus qui va réussir à passer à travers tout ça va être un peu plus inquiétant, peut-être? Je le sais Mhm. pas. Je vais t'avouer, je l'avais pas vu comme ça, parce que c'est vrai que tu laisses libre circulation, puis advienne que pourra, puis tu te croises les doigts. C'est une façon de faire. Je pense sincèrement que tu sais, c'est pas éthique. Ce n'est pas éthique, là, c'est pas Ouais. éthique, là. Non, non. Euh, Non éthique. c'est non éthique. Ouais, Puis, absolument. tu sais, ça va à l'encontre de ça, pourquoi on fait ce métier-là. Fait que, tu Mhm. sais, mais en même temps, ça risque de prolonger, oui. Tu sais, mais toute pandémie a fini par finir. Fait que ça va finir un jour. Absolument. Fait que Ouais. la question, c'est quand. Écoute, je gagnerais le loto à le savoir, là, pour être franc. Mm. Mais je pense que plein de gens vont dire que c'est fini d'ici 2021, ça va se poursuivre jusqu'en 2023. Probablement que, comme tu as dit, les mesures vont faire que ça va être un petit peu plus long, parce qu'il n'y aura pas de libre circulation. Mais j'en demeure pas moins que c'est peut-être la meilleure façon pour ralentir puis faire la vaccination en masse, tu sais, parce que tout va Ouais. passer par la vaccination. Non, Puis absolument. Puis ça va être de la vaccination de masse, tant au niveau provincial, au niveau du Québec, qu'au niveau, j'allais dire, international aussi, là. Parce que, tu sais, si les États-Unis sont vaccinés, la France est vaccinée, le Canada, on est vacciné, mais que tu as deux tiers des pays qui sont pas vaccinés ou les pays du tiers-monde qui sont pas vaccinés, c'est quand même un réservoir. Donc, il y a un risque. Fait qu'il faudrait, je pense, en termes d'humanité, qu'on trouve un moyen de faire une vaccination de masse importante. Puis là, on pourrait rentrer dans le débat des brevets, puis l'accessibilité aux soins et aux vaccins surtout, Ouais. qui serait tout un autre débat. Là. Ça pourrait même faire l'objet d'un épisode pratiquement. Mais c'est sûr que tant aussi longtemps qu'il va y avoir de la circulation en masse, ben, on va être pogné un peu avec ça, je pense. Fait qu'il faut Mhm. vacciner. Moi, je pense que c'est le nerf de la Ouais. guerre, tant ici qu'ailleurs. Vous savez comment qu'on est, on aime ça bousculer un peu. Fait que je voulais finir avec cette piste de réflexion-là. J'aimerais ça vous entendre là-dessus. Alors, gênez-vous pas pour nous donner votre opinion. On veut l'entendre. Puis, j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Puis, comme Mathieu a dit,
Je pense que la vaccination est l'affaire la plus importante. Je regarde un peu ce qui s'est passé dans notre portion de l'Est de l'île de Montréal. Il y a plus de 95% des médecins, dentistes et pharmaciens qui se sont vaccinés. Fait que je souhaite et j'espère que tous les médecins, les infirmières, les pharmaciens, tous ceux qui nous écoutent, essayez de servir de vos connaissances, de votre rôle de modèle dans la société pour favoriser la vaccination puis démystifier tout ce qui peut faire peur à tout le monde. Alors Mathieu, c'était vraiment intéressant. Je te remercie. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. N'hésitez pas à nous suivre sur toutes les plateformes habituelles puis venir nous rejoindre sur Twitter. Salut Mathieu. Salut Yann, salut tout le monde. L'information contenue dans cette balado-diffusion est de nature informative seulement et ne remplace aucunement le jugement ou l'avis d'un professionnel.